Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. L'enquête sur le meurtre des 2 touristes scandinaves avance. Un homme soupçonné d'être en lien avec le double homicide a été arrêté ce matin. Les corps des 2 victimes âgées de 24 et 28 ans ont été retrouvés hier dans la province d'El Hawza. Le sujet de la migration s'est naturellement invité au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique qui se déroule à Vienne. Parmi les solutions discutées, la coopération financière. Investir en Afrique serait un moyen de retenir les peuples africains dans leur continent. Les produits bio sont devenus un créneau très prisé des consommateurs qui font attention à leur santé et à leur ligne. Une quarantaine d'opérateurs du secteur se sont réunis à Rabat pour mettre en place une stratégie de développement de ce marché. Une exposition de calligraphie arabe pour célébrer la journée internationale de la langue arabe. Des artistes africains ont pris part à cette exposition et ils ont pris leurs plus belles plumes pour magnifier les 28 lettres de la langue sémitique la plus répandue dans le monde. Les circonstances entourant le double homicide d'Imlil dans le Haut-Atlas commencent progressivement à s'élucider. Le BCIJ a arrêté ce matin une personne soupçonnée d'être impliquée dans le meurtrière de Louisa et Marel, 2 ressortissantes scandinaves. Les 2 touristes norvégiennes et danoises étaient en randonnée dans la région de Tobruk, le plus haut sommet du Maroc. Leurs corps, portant des signes de violence, avaient été découverts hier. Et Hassan Benbel Adil Bouskri. Les marraines, elles avaient 24 et 28 ans. De nationalité danoise et norvégienne, les 2 jeunes femmes adeptes de trekking étaient au Maroc depuis le 8 décembre. Elles avaient passé la nuit dans leur tente dans la région de Shamharouch, près de Imlil. Elles comptaient entamer l'ascension du Tobruk. Je vis ici depuis que je suis enfant et jamais un tel fait ne s'est produit. Les randonneurs viennent du monde entier et avec ou sans guide, il n'y a jamais eu de problème. Ce sont des touristes qui ont retrouvé hier les 2 jeunes femmes mortes dans leur tente. Un double crime atroce. Toute la région d'Imlil, qui vit principalement du tourisme, est sous le choc. C'est la première fois qu'un tel drame se produit à Imlil. Le coupable mérite la plus lourde des peines car il a porté atteinte à notre région qui vit du tourisme et à l'image du pays. Les randonneurs viennent de partout, d'Europe, des États-Unis et d'ailleurs. Des visiteurs qui ont toujours apprécié cette région et la sécurité qui y prévaut. Depuis que les autorités ont été alertées, un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. La scène de crime a, elle, été quadrillée par les enquêteurs qui recherchent des indices qui pourraient les mener vers d'autres complices. Un premier suspect a été arrêté ce matin à Marrakech par les éléments du BCIJ pour son implication présumée dans le meurtre des 2 femmes. C'est un réseau aux ramifications tentaculaires qui fonctionnait comme une véritable agence de voyage. Elle aurait introduit illégalement en Espagne 600 migrants venus du Maroc tout au long de l'année. Une opération menée par la garde civile espagnole a permis l'interpellation des cerveaux de ce réseau de passeurs prenant ses quartiers dans la ville de Larache. Pour rejoindre la rive européenne, il fallait s'acquitter de 2 500 € par candidat au minimum. Le monde célèbre ce mardi la journée internationale des migrants. Ils sont quelques 260 millions dans le monde, soit 3,5% de la population. Lundi dernier, le 10 janvier, était une journée à marquer d'une pierre blanche pour eux. Plus de 150 pays ont ratifié le pacte mondial de Marrakech, un guide pratique d'une bonne gestion des flux migratoires. Comment harmoniser les législations étatiques avec cet opuscule de 40 pages afin de garantir les droits des migrants? C'était l'objet d'une séance de travail aujourd'hui au Conseil national des droits de l'homme. Abdelhamid Mourabita, Mehdi Soufiane. Partager les expériences et maîtriser les enjeux du pacte mondial sur la migration et du pacte mondial sur les réfugiés, tels sont les principaux objectifs de cet atelier de formation. Organisé par le Conseil national des droits de l'homme, ce séminaire a vu la participation des institutions nationales des droits de l'homme du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la République démocratique du Congo, du Mali et du Sénégal. L'objectif, c'est vraiment d'encadrer la migration autour de la sécurité, de l'organisation et de la sûreté pour une meilleure protection des droits des migrants. Hier, le pacte mondial sur les réfugiés a été adopté à New York et nous devons tous nous en féliciter.
Cet atelier est organisé dans le but de renforcer les capacités. Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des migrants. À travers le globe, le nombre de migrants est estimé aujourd'hui à près de 260 millions contre 150 millions en 2000. L'année 2018 a été particulièrement meurtrière. Près de 3400 migrants et réfugiés ont perdu la vie, la plupart en essayant de rejoindre l'Europe par la mer. On avait une discussion sur le Global Pact, sur les deux Global Pacts. Le Global Pact pour la migration qui était adopté à Marrakech et aussi le pacte pour les réfugiés qui vient aussi d'être adopté aux Nations Unies. Et tout ce débat était concentré sur la question des droits de l'homme. Donc on voit quelle est l'interaction entre les deux pactes. Le pacte mondial sur les réfugiés, adopté hier à New York, prévoit davantage de solidarité entre pays du Sud qui accueillent la majorité des réfugiés et pays du Nord qui sont relativement préservés. Cet atelier s'est tenu à Rabat en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. Et le sujet de la migration s'est naturellement invité au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique qui se déroule à Vienne. Parmi les solutions discutées, la coopération financière. Investir en Afrique serait un moyen efficace pour retenir les peuples africains chez eux. Les développements avec Salima Bidabou. Le forum réunit plusieurs dirigeants africains et européens à l'image de Paul Kagame. Lors de cette rencontre, le président de l'Union africaine a proposé une nouvelle alliance stratégique. Ambition affichée, stimuler les revenus et les emplois sur le continent. La question migratoire ne figurait pas à l'ordre du jour, mais le sujet s'est imposé. C'est un très grand problème, mais un problème qui peut être géré de manière efficace uniquement si nous travaillons ensemble, que ce soit sur chaque continent et entre les deux continents. Ce n'est pas une question qui devrait freiner la coopération économique entre les deux continents. Les dirigeants ont tenté de comprendre les raisons et les motivations qui conduisent des millions d'individus à quitter leur pays au péril de leur vie. De son côté, le chancelier autrichien qui co-préside ce forum veut une Europe plus engagée en Afrique. La lutte contre l'immigration clandestine est une question très importante, mais il y en a d'autres que nous devons aborder, notamment l'échange économique ainsi que le développement économique. Et c'est pour cela que nous devons nous concentrer sur ces questions et non sur la migration pendant ce forum. Pour renforcer les liens économiques entre l'Union européenne et l'Afrique, les dirigeants ont finalement discuté de la coopération bilatérale ainsi que de questions de politique étrangère et de sécurité. Demain, les Malgaches seront appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle qui oppose deux revenants. Le ballottage met aux prises deux anciens maires de la capitale, Antananarivo, deux ex-chefs d'État, l'un élu, l'autre pas. Le premier, Marc Ravalomanana, détrôné par la colère de la rue, et le second, Andy Rajolina, contraint de renoncer à concourir en 2013 sous la pression internationale. 7000 observateurs nationaux seront déployés dans la Grande Île. C'est la plus grande mission d'observation électorale nationale. Autre rendez-vous électoral sur le continent, le 23 décembre prochain, des élections présidentielles, législatives et provinciales auront lieu en République démocratique du Congo. Fermeture des frontières terrestres et renforts militaires sont prévus le jour du scrutin. C'est ce qu'a annoncé Kinshasa, le président de la République, Joseph Kabila, comme vous le savez, qui est à la tête de ce pays depuis 17 ans. Un pays de 82 millions d'habitants ne briguera pas un nouveau mandat. Retour à l'actualité nationale avec l'économie et ses chiffres. Le premier concerne le flux des investissements directs étrangers qui s'est établi à plus de 31 milliards de dirhams à fin novembre 2018, ce qui représente une hausse de 36,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office d'échange. Et puis le deuxième chiffre, il concerne la croissance nationale qui devrait, selon les prévisions de Bank El Maghreb, s'établir à 3,3% cette année et à 3,1% en 2019 avant d'augmenter à 3,6% en 2020.
Et puis un autre chiffre très important, 104 milliards de dirhams. C'est le montant global des investissements du plan Maroc Vert depuis son lancement en 2008. L'heure était au bilan ce matin. Il a été dressé par l'initiateur de ce programme titanesque, Aziz Arnouch, un programme qui a donné un véritable coup d'accélérateur au secteur agricole, toutes filières confondues. Tous les professionnels du secteur étaient présents à cette conférence qui a eu lieu à Srerat. Les développements avec Rachid Hlaoui et Youssef Lotfi. L'herbe est devenue plus verte ces dernières années. Le secteur agricole a connu un véritable essor avec une contribution au PIB de 125 milliards de dirhams, soit une croissance de 60% par rapport à 2008, date de lancement du plan Maroc Vert. Les acteurs du secteur ont participé ce matin à une rencontre pour dresser le bilan du secteur. Cette troisième étape concerne essentiellement les réformes engagées dans le secteur agricole et principalement les investissements consentis qui sont à la fois horizontaux et qui ont un impact dans tous les segments du secteur. Les chiffres sont là et ils sont bons. La réunion a rassemblé les présidents des fédérations de chambres d'agriculture et tous les représentants des professionnels du secteur. Elle fait suite au forum qui avait été organisé en octobre dernier à Marrakech. Nous avons traité et analysé tous les aspects du plan Maroc Vert, du soutien accordé aux petits agriculteurs, aux conditions à mettre en place pour l'émergence d'une classe moyenne dans le monde rural, mais également les moyens à déployer pour l'intégration des jeunes, l'identification des terres et les outils à même de doper l'investissement dans le foncier pour les ayants droit. De 2008 à 2018, 104 milliards de dirhams ont été investis dans le secteur agricole. Selon le ministère de tutelle, l'investissement devrait s'élever à 115 milliards de dirhams en 2019. Ils sont en tête de gondole, leurs emballages sont bien soignés, inspirent diététique et bien-être et leurs prix sont souvent chers. Les produits bio sont devenus un créneau très prisé des consommateurs qui font attention à leur santé et à leur silhouette. Une quarantaine d'opérateurs du secteur se sont réunis à Rabat pour mettre en place une stratégie de développement de ce marché. Rachid Hlaoui, Mustafa Saadouni. Faire de la culture bio un domaine structuré et performant. Opérateurs et experts ont débattu sur les outils à mettre en place pour accélérer le développement du secteur. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur la responsabilité de tous pour sensibiliser l'agriculteur, mais également le consommateur. Le Maroc doit prendre sa place à l'échelle mondiale, comme étant une destination bio et un sourcing bio, par la qualité de nos produits. Donc nous avons proposé et nous allons reproposer aujourd'hui dans ce large débat que nous voulons ouvert avec tous les acteurs, nous voulons proposer un certain nombre de choses fondamentales. Pour atteindre leurs objectifs, les professionnels du secteur prévoient de créer plus de synergies et de partenariats publics-privés, mais également d'accompagner la création de start-up pour dynamiser le marché et proposer une offre attractive. L'objectif aujourd'hui aussi, c'est de sensibiliser l'ensemble des citoyens, jeunes et moins jeunes, à l'urgence du bio. Déjà dans une démarche alimentaire. Les participants ont annoncé l'organisation d'un salon entièrement dédié au bio, ce qui constituera une première, une manifestation qui se tiendra en juin prochain à Casablanca. Ils sont atteints de cancer et devaient attendre de longs mois pour subir une intervention chirurgicale, mais grâce à une campagne médicale organisée par l'hôpital Hassan d'Agadir, la durée d'attente a été réduite à quelques jours seulement et en une semaine, une quarantaine de patients ont été pris en charge par les oncologues de l'hôpital. Un reportage Hassan Ozig, Rafik Gomed, le récit de Sarah Jabri. Ce patient retrouve progressivement ses facultés. Il vient de subir une intervention très lourde, l'ablation d'une tumeur. Pour ce type d'opération, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous est particulièrement lent. Pour remédier à cette situation et alléger la liste d'attente, une campagne chirurgicale a été organisée au sein même de l'hôpital Hassan d'Agadir. Au début, j'ai été orientée vers l'hôpital de Marrakech, mais j'ai voulu être opérée à Agadir, près de ma famille. On m'a dit que j'allais attendre longtemps, mais Dieu merci, j'ai pu bénéficier de cette campagne. Je souffre d'un cancer de poumon et je devais être opérée d'urgence. Le staff médical est expérimenté, ils ont pris soin de moi. Je me sens beaucoup mieux après l'opération et je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Pendant une semaine, le bloc opératoire central n'a pas désempli. Plus de 40 chirurgies oncologiques ont été réalisées avec succès. Cette campagne chirurgicale a mobilisé une soixantaine de chirurgiens et d'infirmiers.
Comme vous le savez, chaque jour compte dans la prise en charge d'un patient cancéreux. Il était donc urgent pour nous de nous mobiliser. Nous avons recensé tous les types de cancers. Cette campagne chirurgicale au profit des patients inscrits sur les listes d'attente est la première du genre au niveau national. Une initiative humaine et solidaire qui a redonné espoir à une quarantaine de malades. Nous ouvrons à présent la page culture, la culture qui est faite pour s'étourdir des contingences de la vie, justement. Le Maroc de Poko, une exposition décalée et originale à découvrir à l'Institut français de Meknès. C'est le fruit d'une résidence artistique, une immersion de 3 semaines dans les ambiances et les pigments de la capitale ismaélienne et qui ont déteint sur les œuvres de cet artiste graphique et designer français. Au Maroc, Poko n'était pas en terrain connu. Il connaît bien l'Afrique. C'est son continent de prédilection. Il a élu domicile au Burkina Faso depuis 10 ans. Sarah Jabri, à la Hamidi. Dans les tableaux et installations de Poko, les objets, les formes et les couleurs s'entremêlent et se transforment, à l'image d'une Afrique multiculturelle en pleine mutation. Installée au Burkina Faso depuis 10 ans, Poko, artiste designer française, puise ses inspirations du multiculturalisme du continent. Ce qui m'intéresse ici, c'est comme ce que je fais au Burkina, c'est travailler sur l'Afrique actuelle. Donc ce qu'on trouve au quotidien en Afrique, notamment ici à Meknès au Maroc. Là, j'ai habité pendant 3 semaines en Médina. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai côtoyé des gens qui s'habillent de multiples manières. 3 semaines durant lesquelles l'artiste a rencontré des artisans locaux et s'est imprégné de l'esprit de la cité ismaélienne pour réaliser chaque petit détail de ses installations. Poko, qui s'illustre dans le graphisme, l'illustration et la conception de fresques murales, se distingue aussi dans la création de bijoux et de textiles. Et à transformer la galerie d'exposition en un lieu presque intime où on se sent chez soi, avec des lumières, des meubles, des espaces pour enfants, tout le travail qu'elle a pu faire et qui nous permet d'accueillir toutes ces œuvres et qui transforme complètement cet espace. Le Maroc de Poko, c'est une exposition originale à la fois profonde et décalée à découvrir à la galerie de l'Institut français de Meknès jusqu'à la fin du mois. Et nous terminons ce journal avec la langue arabe dont nous célébrons aujourd'hui la journée internationale, une langue dont la syntaxe, la grammaire et la sémantique sont compliquées, parfois ésotériques, mais d'une préciosité et d'un raffinement unique, avec 400 millions de locuteurs dans le monde, du Khouzestan iranien au Maroc en passant par Israël. L'arabe est de loin la langue sémitique la plus parlée dans le monde. Même à l'écrit, ces lettres peuvent faire l'objet de véritables œuvres d'art. Une exposition calligraphique réunissant des artistes africains a été organisée à l'Oudaya à Rabat. Mehdi Soufiane, Mostafa Saadouni. C'est un art vieux de plus de 1400 ans. La calligraphie arabe s'est développée au fil du temps dans plusieurs régions, du Machrek au Maghreb, une expression artistique qui met à l'honneur l'alphabet arabe. Nous voulons célébrer la langue arabe, célébrer aussi la calligraphie et son importance culturelle. Cette exposition est organisée par l'Association marocaine des arts de la calligraphie. L'événement en est à sa 5e édition. Notre objectif a toujours été d'atteindre une forme de symbiose entre l'art pictural et l'art calligraphique. Cette démarche a porté ses fruits. La calligraphie est aujourd'hui une discipline importante dans le monde arabe. En marge de cette exposition, des débats et conférences ont également été organisés autour de la calligraphie et de la langue arabe. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations, les circonstances entourant le double homicide d'Imlil dans le Haut-Atlas commencent progressivement à s'élucider. Le BCIJ a arrêté ce matin une personne soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre hier de Louisa et Marel, 2 ressortissantes scandinaves. Les 2 touristes norvégiennes et danoises étaient en randonnée dans la région de Toubkal, le plus haut sommet du Maroc. Leur corps, portant des signes de violence, avait été découvert hier. Voilà pour l'information de ce mardi. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité en langue arabe avec Hicham Rafaoui à 21h. Passez une excellente soirée. À demain.